Oui. Alors bonjour, bienvenue, on est sur Allodéon. Allodéon pour ce 27e jour d'occupation. Je suis avec Philippe Gauthier du SNAM CGT syndicat des musiciens et Denis Gravouille, secrétaire général de la CGT Spectacle. Ils vont parler des revendications sur la reprise du travail et des constats qu'on peut faire sur les situations qui ont déjà eu lieu, de reprise en été et de situations sociales chez les gens. Je vais vous laisser la parole tout de suite, Philippe, et on passera ensuite du temps sur vos questions. Alors, très vite, parce que c'est Philippe qui va présenter la plupart des choses, mais comme vous le savez, il y a une plateforme, une liste de revendications qui sont celles du mouvement. Et pour dire les choses honnêtement, on avait au début un peu peur que la question, par exemple, de l'assurance chômage soit pas assez visible. Donc, en fait, il y a une revendication qui est essentielle à nos yeux et qui fait peut-être débat et pour lequel, du coup, on lance cette présentation. C'est que beaucoup de choses ont été occultées par l'ouverture des salles. Vu les conditions sanitaires, en plus, l'ouverture elle est encore très lointaine. Et surtout, évidemment, une ouverture qui sera une ouverture comme celle, on va y revenir, qu'on a connue, où une personne sur trois travaille, ce n'est pas une reprise d'activité à la normale, si on peut appeler 2019 comme étant la normale. On va y venir. Donc pour nous, c'est une revendication essentielle. C'est à la fois une question d'emploi pour tous les artistes et techniciens qui sont concernés, quel que soit le secteur d'activité, mais particulièrement les secteurs les plus touchés. Et puis c'est aussi une question de politique culturelle, puisque évidemment on voit déjà des festivals qui sont annulés pour la deuxième année, des spectacles qui n'auront pas lieu, sans parler de l'embouteillage qu'il va y avoir sur lequel on va revenir. Alors voilà, je laisse Philippe enchaîner sa présentation, mais voilà, je voulais juste te dire en intro que parmi les revendications, c'est peut-être celle qu'on voit le moins, et pourtant elle est absolument importante pour qu'on retrouve du travail et pas seulement une partie d'entre nous. Bonsoir. Donc alors, je vais faire un petit exposé, je sais pas quoi, une dizaine de minutes pour un peu expliquer ce que peut être un plan de soutien à l'emploi artistique qui permette la reprise d'activité pour tous les artistes et techniciens, ou en tout cas pour le plus grand nombre. Dans le cadre de cette crise, on a aussi fait une vidéo qui est sur le Facebook du SNAM et sur le Facebook de Occupation Odéon, et que vous pourrez retrouver si le cœur vous en dit. Alors, première chose, un constat, c'est-à-dire que les artistes, les techniciens intermittents du spectacle se paupérisent. Alors, pourquoi ? Parce qu'ils ne travaillent pas, parce qu'il y a eu l'année blanche, mais que l'année blanche, c'est la prolongation des droits à l'assurance chômage, et que les indemnités chômage, c'est une partie du revenu des artistes et techniciens intermittents du spectacle. Et qu'en temps normal, on travaille, et que bien, il y a les jours où on travaille, on a un salaire, les jours où on ne travaille pas, on a des indemnités chômage. Et on estime que on ne se refait pas en tant que musicien. Je vais prendre pas mal d'exemples chez les musiciens parce que je connais mieux, mais globalement, c'est à titre d'exemple, mais la situation n'est pas meilleure pour les autres. Par exemple, si on prend les musiciens qui, de mémoire, ont 52 € en moyenne par jour d'indemnisation chômage, eh bien, d'habitude, ils font des cachets, et là, leurs revenus sont de l'ordre d'environ 1600 €, alors qu'en temps normal, ils sont plutôt autour ou en moyenne légèrement au-dessus de 2000 €. Ça veut dire qu'on a une population qui, depuis un an, même peut-être 13 mois, on va pouvoir le dire avec le mois d'avril, eh bien, subit une perte de pouvoir d'achat en moyenne, il y en a pour lesquels c'est bien pire, en moyenne de 25 à 30%, c'est-à-dire de 500 €. Donc, qui peut continuer à vivre normalement dans ces conditions? Donc ça, c'est le constat social individuel. Le constat social individuel, c'est que parallèlement, les gens perdent un certain nombre de droits sociaux, parce que la plupart des droits sociaux des intermittents, eh bien, ça consiste à regarder combien en arrière, quel a été le travail,
réaliser et d'estimer quels sont les droits sociaux. Alors donc ces droits sociaux, c'est voilà, l'assurance chômage, c'est réglé par l'année blanche, mais c'est la sécurité sociale qui est un problème que le gouvernement tarde, malgré nos demandes renouvelées et de longue date, à régler, c'est-à-dire n'ayez pas une grave maladie maintenant, parce que la Sécu va regarder qu'est-ce que vous avez fait comme travail ces derniers mois, et vous aurez droit à bien peu ou à rien. Voilà, pour l'AFDAS, tout le monde le sait, c'est aussi les heures et les cachets effectués les derniers mois qui servent pour une ouverture de droit. Donc, deuxième péril, le salaire différé, qui est issu des cotisations sociales, eh bien, on le perd aussi. Et puis, évidemment, d'un point de vue plus collectif, les caisses sociales sont à sec, comme on dit, puisque il n'y a plus de cotisations de versées. Alors, pour régler ces trois problèmes en un seul geste, la meilleure solution, c'est que tout le monde retravaille. Parce que l'État pourrait donner d'autres indemnités aux artistes et techniciens, et puis on pourrait aussi dire qu'il y a d'autres règles pour accéder aux droits sociaux, puis on pourrait aussi dire que les caisses sociales seraient abondées par l'État, mais tout cela ne paraît pas une bonne solution, en tout cas pas à nous. La bonne solution, c'est que tout le monde travaille. Et si tout le monde reprend le travail, évidemment, on revient à son niveau de revenu normal, et puis les problèmes des droits sociaux se règlent. Alors, Denis l'a dit, vous avez remarqué que dans les revendications du mouvement, on n'emploie pas le mot réouverture, on emploie le mot reprise d'activité ou reprise du travail. Parce que la réouverture, on l'a déjà vécu. On l'a vécu du début du mois de juin à la fin du mois d'octobre de l'année dernière. Et bien peu d'entre nous ont travaillé sur cette période où, en tout cas, personne n'a travaillé autant qu'il travaillait dans une année normale. Et donc, nous savons que la réouverture aujourd'hui ne signifie pas la reprise du travail. Parce que même s'il y a une réouverture, il y aura toujours des restrictions sanitaires qui feront que les concerts debout seront interdits dans un premier temps, qui font que les spectacles qui réunissent beaucoup de monde seront interdits dans un premier temps. Parce qu'on sait que dans des zones où la maladie circulera plus fort que dans d'autres, eh bien, les spectacles seront interdits. Donc la reprise sera nécessairement partielle, et puis elle sera partielle parce que aussi ces conditions d'organisation des spectacles font que nos employeurs, les entreprises de spectacles du secteur subventionné peut-être un peu plus facilement que du secteur marchand, mais auront beaucoup de mal à équilibrer des budgets avec une billetterie si faible. C'est ce qui nous fait dire que on ne veut pas d'une fausse reprise comme il y a eu l'été dernier. Alors l'été dernier, il y a autre chose qui est arrivé aussi, c'est que au début du mois de juillet, on a changé de ministre. Et cette charmante Roselyne Bachelot, enfin on lui souhaite un prompt rétablissement parce que, comme vous le savez, elle est malade en ce moment, avait déclaré, à peu de choses près mot à mot, qu'elle voulait rendre compatibles les conditions sanitaires et les conditions économiques d'organisation des spectacles. Et elle a vraiment bien fait de dire ça. Et tout simplement, ce qu'on lui demande aujourd'hui, eh bien, c'est cela. C'est-à-dire de faire que que immédiatement on puisse travailler, et en tout cas, dès que la reprise, dès que les spectacles en public pourront de nouveau se tenir, eh bien, qu'il y a des conditions économiques aménagées pour qu'ils se tiennent. Alors, je le dis, on souhaite retravailler tout de suite parce que elle a dit autre chose, Roselyne Bachelot, ça c'était à la fin du mois d'octobre, au moment où le second confinement a été annoncé. Elle a dit, oh là là, les spectacles sont interdits, mais les artistes peuvent reprendre le travail, ils peuvent répéter, ils peuvent être en résidence, ils peuvent faire des captations de leurs spectacles. Et puis une fois qu'elle a dit ça, elle a mis à peu près pas un rond pour que ça se réalise. En tout cas, elle n'a pas mis le budget sur la table pour faire que l'ensemble
des artistes et techniciens puissent reprendre le travail dans ces conditions. Et je pense que par rapport à nos revendications et par rapport à ce qui est fait, il y a fondamentalement la question du plus grand nombre. C'est-à-dire que le ministère de la Culture, les institutions qui sont bien dotées, et tant mieux pour elles, mettent en avant qu'elles font ceci, elles font cela. Notre sujet à nous, c'est aussi le plus grand nombre. C'est-à-dire qu'on veut des solutions qui permettent à tout le monde de reprendre le travail, parce qu'on l'a vu, le chômage absolu n'est plus possible. Alors, donc, ce qu'on demande, c'est un plan de financement de l'emploi artistique. Il faut savoir que ça existe un petit peu. Il y a un dispositif d'État qui s'appelle le Fonds PEPS. Il y a un autre dispositif très particulier, mais très vertueux, qui s'appelle le GIP Café Culture, qui permet de financer l'emploi artistique dans les cafés. Et cette idée, ce projet de financer l'emploi, c'est pas, c'est tout simple. Hein. C'est pas bien compliqué à faire. Donc, si l'État finançait nos salaires, c'est-à-dire le brut et les cotisations sociales, eh bien évidemment, nos employeurs, les entrepreneurs de spectacle, pourraient facilement recruter artistes et techniciens, puisqu'ils n'auraient plus cette charge, de toute évidence, et peu importe que les jauges des spectacles, peu importe qu'il y ait si peu de public en face des scènes, puisqu'on parviendrait tout de même à l'équilibre économique. Et il y a autre chose qu'il faut dire aussi. Vous voyez, c'est dramatique, là, c'est plusieurs par jour en ce moment. Le nombre de festivals, de grands festivals, où il y a beaucoup de monde qui s'annulent les uns après les autres. Et donc cet été, il n'y aura pas de grande concentration de gens en face de spectacles. Donc si on veut que autant de gens voient autant de spectacles qu'une année normale, il faut multiplier le nombre de représentations. Et c'est ça le projet, de dire, en finançant l'emploi artistique, l'État permettra qu'il y ait des spectacles partout. Je dois dire que il y a beaucoup d'interlocuteurs auxquels on parle de notre projet, qui en général est d'ailleurs fort bien accueilli. Et notamment, il y a tout ce qui est le monde associatif, il y a tout ce qui est les comités des fêtes, il y a tout ce qui est parfois les petites communes qui organisent avec peu de moyens des représentations. Quand on leur dit notre projet, c'est que l'été prochain, il y a des spectacles partout, inutile de vous dire qu'ils trouvent ça très important, sans parler évidemment de la question de se retrouver, que le public, que les gens puissent se retrouver en face de spectacle, plutôt que de rester en face d'écran, ce à quoi on est condamnés les uns et les autres présentement. Alors, je dois dire aussi que cette revendication de financement de l'emploi artistique, elle est d'autant plus légitime qu'il y a déjà tout de même un certain nombre, des dizaines et des dizaines de millions d'euros qui ont servi à financer l'aide aux entreprises, dans une logique de la part de l'État ou de la part de ces établissements, comme par exemple le Centre national de la musique, de dire on va financer la reprise en donnant de l'argent aux entreprises, et au bout d'un moment, vous allez voir, ça va ruisseler sur les artistes et sur les techniciens. En fait, il n'y a rien qui ruisselle, ou très peu, ou sur un très petit nombre d'artistes et de techniciens. Et donc, ce qu'on dit, c'est que de la même manière qu'on a été capable de mettre des dizaines et des dizaines, et donc des centaines de millions pour sauvegarder les entreprises, l'heure est venue de mettre des sommes comparables pour les artistes et pour les techniciens. Alors, est-ce que ça coûte si cher que ça, que tout de même je vais terminer un peu là-dessus. Est-ce que ça coûte si cher que ça? Alors, on va prendre un cachet pour un artiste musicien dans une petite salle de spectacle.
ce cachet, il est de 105 euros brut. Pour l'employeur, ça correspond à un peu moins de 160 euros à payer avec les cotisations sociales. Donc, nous disons que nous souhaitons que l'État finance 160 euros, finance les cachets des gens. Alors, où va aller cet argent? Eh bien, cet argent, il va certes aller à payer le musicien ou la musicienne qui va en bénéficier, à peu de choses près, environ 80 euros net. Mais cet argent, il va aller aussi, pour 160 euros, environ la moitié, environ 80 euros, va partir en cotisation sociale. Donc, c'est-à-dire que ça va... ça évite à l'État de renflouer les caisses sociales d'une autre manière. Ça va aller à financer la protection sociale individuelle des gens. Donc ça va éviter à l'État de financer d'autres dispositifs de protection sociale pour les gens. Et puis, par ailleurs, eh bien, quand un intermittent indemnisé, je l'ai dit tout à l'heure, à hauteur moyenne de 52 euros, eh bien, quand il a un jour de travail, ça fait 52 euros que l'UNEDIC ne sort pas pour indemniser cette personne. Donc, sur un cachet qu'il faut financer à hauteur de 160 euros, on a 80 euros qui part en cotisation sociale et on a 52 euros d'assurance chômage qui ne sort pas. Donc vous voyez que la revendication qu'on a, elle est loin d'être folle. Elle est raisonnable. Elle consiste à dire on met les gens au travail parce qu'ils n'en peuvent plus. On permet au public de voir des spectacles parce qu'ils n'en peuvent plus de ne pas en voir. Et on a des retombées en termes de cotisations sociales qui sont très importantes. Voilà. Je veux dire aussi que si l'État le faisait, je crois que en tout cas, on a rencontré des élus de villes, de régions, qui nous disaient que si l'État faisait ça, si l'État finançait l'emploi artistique de la sorte, eh bien, ils pourraient venir eux aussi à côté pour compléter ces financements et faire que sur leur territoire, il y ait encore plus d'artistes et de techniciens au travail et encore plus de représentation de spectacles. Voilà. J'ai peut-être été un peu long, mais j'ai essayé d'être complet. Mais comme je ne l'ai pas été, j'imagine qu'il va y avoir des questions qu'on pourra encore y revenir. D'abord, Je vais rajouter 3 choses très courtes qui vont dans le sens de ce que vient de dire Philippe. Un, sur le financement par les collectivités territoriales qui pourrait abonder celui de l'État. Il y a effectivement eu des contacts de prix avec un centre d'associations d'élus, mais ça vise à 2 choses. D'une part, à voir qui pourrait venir sur ce qui relève à la fois d'une politique culturelle et d'une politique de l'emploi pour nous, puisqu'il s'agit de se tourner vers le public et de permettre à nos collègues de travailler. Il faut quand même aussi qu'on marque entre guillemets le territoire, parce que autant il y a des élus qui sont intéressés, d'autres qui pourraient bien faire dans certains coins des économies sur le dos de la culture. Donc il s'agit aussi de garantir le niveau de financement et qu'il n'y ait pas des économies, par exemple, ça n'a pas été dépensé en 2020, et on verra bien en 2021, voire on ne le dépensera pas en 2021. Donc il faut que ce soit dépensé, c'était prévu pour certains endroits, et il faut ce plan de reprise qui a été évalué, c'est pas énorme tant que ça, on a quelques évaluations là-dessus. On a chiffré à plus à 550 millions la masse salariale perdue entre 2020 et 2019. Donc voilà, si on nous parle à nouveau, il y a eu 200 milliards demi de plans de reprise en général, peut-être même 150 milliards de plus. Voilà, un demi-milliard ou même 1 milliard pour la culture, ça se trouve, contrairement à ce qu'on peut croire quand on voit l'enveloppe. Et puis deuxième point, c'est un plan de reprise qui nécessite certainement d'être fait sur plusieurs années, parce qu'on sait déjà que les embouteillages dont on a parlé, ça va avoir des conséquences sur les programmations dans le spectacle vivant et même dans le cinéma pendant très longtemps. Et troisièmement, le seul moyen de donner une chance aux jeunes de démarrer, et notamment c'est ce qu'expriment les étudiants qui occupent la Colline, le TNS de Strasbourg, l'Opéra de Lyon, le CDN de Montreuil et le Théâtre de Gennevilliers, et peut-être d'autres, je suis désolé si j'en oublie, c'est qu'ils veulent pouvoir avoir aussi la possibilité de démarrer
Et c'est déjà difficile en général, mais s'il n'y a pas le volume d'activité qui permette justement cet accueil, cette insertion, cette émergence, il n'y a aucune chance que dans l'embouteillage qu'on a décrit, euh, les jeunes, ceux qui sortent des études ou qui mettent quelques années à démarrer, à trouver une place et à pouvoir faire leur création parfois, il n'y a aucune chance qu'ils y aillent. C'est bien pour ça que l'on fait des propositions dans ce sens-là et que ça doit se faire dans le cadre d'un plan de reprise. Voilà. D'accord. On a une question de Stéphane. Je vous la lis. Bonjour Philippe, tous les salariés en France ont touché 84% de leur salaire net. Beaucoup d'entre nous ont perdu 55, 60, 70% de nos revenus en 2020. À partir de notre avis d'imposition 2020, ne pouvons-nous pas, comme les entreprises, récupérer tous les mois le revenu manquant comme les entreprises au principe de l'équité entre salariés en France en déduisant nos revenus 2021 tous les mois si on en touche jusqu'à la reprise? Tu veux la question? Cette remarque, c'est exactement cela. Hein. C'est-à-dire que on lit parfois que la culture serait un secteur toujours favorisé, de gens qui seraient toujours privilégiés par rapport aux autres. Là, on voit bien dans la question que c'est pas le cas et que on n'a pas bénéficié. Quant à nous, nous n'avons pas bénéficié des dispositifs d'activité partielle. Tous les autres secteurs d'activité interdits par mesure administrative de l'État en raison de la maladie ont vu les salariés, en tout cas ceux qui étaient en contrat à durée indéterminée, avec un maintien de salaire à 84%, comme ça vient d'être dit. Donc nous, on ne l'a pas eu. Donc si je puis dire, on a du retard. Ça, c'est la première chose. Et bon, et deuxièmement, sur la modalité, le débat est ouvert, bien entendu. Mais nous, on préfère dire qu'on veut que l'État mette de l'argent pour qu'on retravaille toutes et tous, tout de suite, des spectacles dans les écoles, parce qu'on l'oublie, le seul endroit où on peut tenir des spectacles en ce moment, c'est dans les écoles. Mais ceci dit, il y en a beaucoup d'écoles en France. Hein. Du travail en résidence pour préparer les spectacles de demain, et quand ça rouvrira, des spectacles partout. Donc notre revendication, c'est un financement massif pour compenser nos pertes de revenus, mais en nous mettant au travail, parce que, je termine là-dessus, il y a quand même le fait que on entend beaucoup d'artistes dire qu'ils en crèvent de plus jouer, donc il y a ça aussi. Et juste pour compléter sur l'activité partielle, puisqu'on a eu des chiffres dans notre secteur, à part un pic où il y a eu 43% des contrats au mois d'avril qui ont été couverts par l'activité partielle, après c'est retombé à 3% en septembre et à une petite remontée. En gros, on est sur un étiage de 10% en novembre-décembre et c'est à peu près ça. C'est-à-dire que de toute façon, les règles n'ont pas été suffisamment adaptées et puis les employeurs ne vont pas signer des contrats dans l'incertitude où ils sont. Donc pour avoir de l'activité partielle, il faut que le contrat soit signé. Et donc, en fait, dans un secteur où le nombre de CDD est très important, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la plupart des contrats précaires, et ça c'est même au-delà du spectacle, les CDI ont été à peu près protégés, quoi qu'il y a plein de choses à dire, parce qu'il y a quand même des entreprises qui se sont gavées de l'activité partielle et qui licencient derrière. Mais bon, en tout cas, pendant un certain temps, les CDI ont été protégés par l'activité partielle, y compris en partie dans nos secteurs, mais les CDD, quasiment pas. Et c'est bien ça qui manque. C'est disant, quoi qu'il en coûte, tout le monde devait garder son activité. On voit bien que les travailleurs précaires, ils ont payé 3 fois la crise, avec la précarité qu'ils connaissaient déjà, avec le risque sanitaire et avec la perte de travail et de droits sociaux qui s'ensuit. Il y a Antoine qui précise que pour l'économie sur l'assurance chômage, c'est 52 fois 1,6 parce qu'un cachet, c'est 1,56 jours non indemnisés, donc 81 € d'économie par cachet. Oui, c'est ça. Merci Antoine. Quand on fait effectivement le calcul, c'est parce qu'on ne demande pas qu'il y ait 15 jours de travail de financer. Et donc, par exemple, s'il y a une série de 10 jours, ça fait ça. Donc, effectivement, ça fait plus que ce que j'ai dit en prenant l'exemple unitaire. Et Marjorie
dit qu'elle n'a pas très bien saisi et souhaite savoir, vous souhaitez que l'État finance quoi? Les charges sociales seulement? Non, non, on souhaite que l'État finance le salaire et les cotisations sociales. Hein, Ce ne sont pas des charges, ça, c'est le langage. et donc, et voilà, et que pour un organisateur de spectacle, alors évidemment, on sauve des aubaines financières, etc. Bon, mais pour un organisateur de spectacle dans un petit lieu ou un petit plein air, voilà, avec une économie qui rendrait de toute façon le spectacle impossible. Hein, parce que si vous voulez financer un plateau avec 5 artistes et 2 techniciens, jamais vous n'aurez les entrées pour financer ça. Et donc, on souhaite que les salaires soient financés intégralement. Et quand on dit les salaires, parce que je reprends sur le mot charge sociale, c'est vraiment que c'est un abus de langage, mais qui est largement entretenu par le patronat, par les gouvernements qu'on a, parce que les charges, c'est lourd. Mais Philippe parlait de salaire différé tout à l'heure. Bah, dans les cotisations sociales, par exemple, sont rangées l'indemnité de congé spectacle. Sur chaque salaire brut, il y a 10% d'indemnité de congé spectacle. En perdant le salaire, on perd aussi le salaire, en l'occurrence vraiment différé, qui est les congés spectacle. Et évidemment, c'est tout le financement de l'assurance chômage, de la retraite, de la sécurité sociale, tout ce qui ouvre des droits, ça a été aussi évoqué par Philippe. Donc c'est pour ça que nous, on déteste ce terme de charge sociale. Et pardon Marjorie, évidemment, il n'y a rien contre toi, mais par contre, c'est vraiment des cotisations dont il faut parler. Et c'est bien une bataille féroce contre ceux qui veulent supprimer les cotisations en les appelant charges. Alexis pose la question, et les techniciens du spectacle? Oui, oui. Alors, donc, il y a un truc de jargon, notamment dans le jargon ministère de la Culture. Quand on parle d'emploi artistique ou d'équipe artistique, ça veut dire les artistes et les techniciens, c'est-à-dire l'équipe qui travaille sur un spectacle. Donc, évidemment, le projet, c'est les artistes et les techniciens. Enfin, il y a vraiment... il y a vraiment aucun doute là-dessus, puisque les techniciens intermittents du spectacle, le manque de travail depuis un an, le manque de salaire, le manque de cotisations qui génèrent des droits sociaux, c'est exactement la même situation. Et puis, c'est le même besoin d'avoir des techniciens pour que les spectacles se tiennent. Kamel, expliquez aussi que certains directeurs de CDN ou autres sont multicartes. Ils sont directeurs, metteurs en scène et parfois aussi comédiens, ce qui revient à dire qu'ils touchent plusieurs salaires. Oui, notre secteur n'est pas si égalitaire que cela. Donc, il y a des gens qui sont... il y a des gens qui ont des gros salaires dans le secteur marchand. Il y a aussi des gens... il y en a dans le service public, comme indiqué avec les CDN. Et il y en a aussi dans le secteur marchand. Et c'est une ambiguïté terrible que nous mettons en avant dans les discussions avec le ministère de la Culture ou par exemple avec le Centre national de la musique. C'est que certaines aides aux entreprises pour la reprise de spectacles, qui sont basées sur les pertes des entreprises, aboutissent ou peuvent aboutir à financer des cachets d'un montant indécent. Et notre projet n'est pas celui-là. Notre projet, c'est effectivement sur une base qui est proche des conventions collectives ou sur la base des conventions collectives, c'est de financer des salaires qui sont très raisonnables. Ensuite, si des artistes ont de la notoriété qui leur permet de négocier plus, si c'est un employeur qui a le financement pour ça, et bien ça reste possible évidemment. Non, c'est bon. On vous remercie. Je vous remercie. Tu as parlé des écoles, des concerts dans les écoles Oui, j'ai parlé des concerts dans les écoles parce que on a des copains et des copines, enfin bref, des gens dans nos syndicats qui travaillent dans les ensembles symphoniques
partout en France de services publics et qui sont le très petit pourcentage, hein, qui est environ. Faut savoir que dans le secteur musical, il y a à peu de choses près 2500 musiciens qui sont en contrat à durée indéterminée à plein temps dans des ensembles symphoniques et environ 10 fois plus de musiciens intermittents. C'est ça le rapport. Hein. Voilà. Et donc, ces musiciens et musiciennes en CDI, dans les ensembles symphoniques qui ne peuvent pas donner de concerts symphoniques en ce moment parce que les salles sont fermées, bien, il y en a plein qui, chaque jour, vont jouer dans les écoles, en quatuor, en trio, que sais-je encore. Et voilà, ceci pour dire, il y a des spectacles qui se tiennent. Pourquoi est-ce qu'on ne paye pas des musiciens et musiciennes de jazz pour aller jouer dans les écoles aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on ne paye pas des rappeurs à aller jouer dans des écoles aujourd'hui? C'est un choix. Et nous sommes pour que l'activité reprenne au maximum et autant que possible. Et pour l'instant, il n'y a que ça qui est possible. Et les maisons de retraite aussi. Et donc, faisons ça. Mais rien n'est statué encore, parce que moi, par exemple, comme comédien, je dois aller jouer. Enfin, il est possible que je joue devant des scolaires uniquement pour les dates qui sont censées être annulées bientôt, mais on ne sait pas. C'est pas... Non, mais il y a une, il y a une subtilité, c'est-à-dire que les concerts dans les écoles et les concerts, les spectacles, les représentations théâtrales dans les établissements scolaires sont autorisés, mais les représentations pour les scolaires dans les salles de spectacle sont interdites. Oui. C'est la situation. Ce qui est parfois absurde, parce qu'on respecterait mieux les gestes barrières dans une grande salle avec 3 classes que dans le réfectoire bondé. Mais moi, je voudrais juste rajouter un point. Pour rendre encore plus concret les propositions qui ont été largement développées par Philippe. Nos camarades des Pays de la Loire, l'été dernier, où on avait déjà les problèmes, en été 2020, ont monté un projet qui s'appelle Ouvrir l'horizon, et qui a déjà permis de trouver des formes artistiques qui ont été montrées au public pendant l'été et qui ont généré 300 cachets d'artistes et journées de techniciens. Et donc ils l'ont développé en disant que c'était faisable. Ça prouve 2 choses, c'est qu'on peut trouver, c'est une question de budget pour l'essentiel, une question de choix politique, mais ils ont trouvé des formes artistiques aussi qui étaient montées assez rapidement pour rencontrer le public en extérieur, dans des petites salles très aérées. Et donc c'est tout à fait possible. Évidemment, il y a une diversité de formes artistiques. On ne fait pas la même chose selon les types de musique ou autres. Hein. Devant l'Odéon et ailleurs, devant tous les lieux occupés, il y a tous les jours des concerts différents. N'en déplaise au préfet de police qui avait essayé d'interdire un événement culturel avec 60 musiciens d'orchestre symphonique, on a pu jouer en extérieur samedi dernier et c'était assez magnifique. Mais voilà, tout le monde ne peut y trouver pour son goût et tant mieux si on en a plusieurs. Et on peut imaginer des formes qui sont adaptées, quand on voit ce qui se fait, on peut imaginer que déjà dans le réseau public, il y ait des formes. Hein, c'est aussi son rôle. Par exemple, les centres dramatiques nationaux, c'est son rôle d'accueillir des productions sans que des compagnies soient obligées de se monter pour chaque projet. Et ça fait des années qu'on revendique cette question-là et c'est intéressant parce que lors de l'occupation du CDN de Montreuil, j'en ai parlé avec des étudiants qui disaient pourquoi est-ce que moi je suis obligé de monter une compagnie alors que le CDN pourrait accueillir mon projet sans que je devienne employeur. Voilà, c'est toutes ces questions-là qui sont posées et c'est aussi ça qui sont en arrière-plan dans l'idée que non seulement on veut retrouver un volume d'activité, mais il faut retrouver des bonnes pratiques puisqu'il y a des lieux dont c'est le rôle d'accueillir des productions. Je rappelle juste que du coup, pendant l'Agora, tous les jours à l'Odéon, devant l'Odéon, il y a des concerts avant, après, pendant, de groupes invités. William, alors en dehors du monde de la culture, quel plan de relance imaginer? Parce que... Alors, je peux répondre en tant que membre de la direction de la CGT. Ouais. Il y a eu énormément d'argent déversé. Sur l'activité partielle, par exemple, c'est 42 milliards.
j'ai vu être financé aux 2 tiers par l'État et au 1 tiers par l'UNEDIC. D'un seul coup, par exemple, le patronat qui nous hurlait dessus dès qu'il y avait 1 milliard de dépenses pour les intermittents, qu'il y avait 4 milliards de déficit, on a sorti 5 milliards par mois. Pouf, le robinet était grand ouvert et on ne se posait pas de questions. D'un seul coup, l'argent magique, on l'a retrouvé. Oui, ce plan de relance, il existe. Il y a eu des mesures qui ont été prises par le gouvernement, beaucoup d'argent. Sauf que cet argent, il a globalement pas été conditionné au respect de l'emploi. Il n'a pas été, et la preuve dans nos secteurs, mais c'est le cas dans plein d'endroits, il n'a pas été conditionné même pour l'activité partielle qui a couvert une bonne partie de l'emploi permanent, parce que derrière, des entreprises on continue à verser des très très gros dividendes. C'est la meilleure année 2020 pour les dividendes depuis 10 ans, je crois. Et continuer à verser des dividendes, il aurait pu y avoir une conditionnalité à ce qu'il n'y ait aucun dividende au moment où tu touches les aides publiques, ou des dividendes limités seulement aux investissements, pas enrichir certains. Et on aurait pu imaginer que ce soit des aides qui soient entièrement conditionnées au maintien de l'emploi sur plusieurs années. Et ça, c'est très peu le cas. Donc, effectivement, la question dans tous les secteurs d'activité, c'est de trouver des plans qui soient des vrais plans de continuité de l'activité et pas des sauvetages provisoires qui vont ensuite générer des faillites quand les choses s'arrêteront, et donc des licenciements ou des suppressions d'activités, parce que quand on parle de licenciement, on parle de licenciement généralement de CDI ou de suppression de postes, d'emplois précaires en CDD, comme on l'a pu vivre dans le spectacle. Donc c'est cette politique-là qu'il faut mener et mettre en place si on ne veut pas préserver uniquement le tissu productif au profit de quelques-uns. Ce qui pose aussi la question, pour finir, des services publics. Parce que ce qui a permis de tenir dans la crise, c'est le service public même dégradé de la santé, mais encore une fois, c'est les soignants qui l'ont tenu et pas les décideurs, et donc des services publics partout, le service public de l'éducation, le service public, et la question se pose aussi dans la culture. C'est aussi pour ça qu'on est dans les lieux publics, des lieux culturels. Juste deux petites remarques. Isabelle, qui vous remercie et qui n'avait pas tout réalisé. Alexis, du TNN, qui fait une dédicace. Et Marjorie, oui, c'est à réclamer les spectacles en milieu scolaire, sauf que ce n'est pas nouveau que la culture est désertée dans les écoles. La direction, profite pour supprimer toute initiative culturelle. C'est pour ça que votre mouvement a des correspondances avec les conditions de travail développées en période Covid. Ce qui est vrai, c'est que dans l'éducation nationale, de la façon dont là, ça mériterait un autre débat, mais quand on connaît un peu l'école en tant que parent d'élève ou quand on discute avec les enseignants et les personnels qui travaillent dans l'école, il y a une politique déjà de réduction des moyens qui est considérable, notamment dans le secondaire. Et en pleine période Covid, on continue de supprimer des postes, alors qu'au contraire, il faudrait augmenter le nombre de postes pour pouvoir permettre d'avoir des classes allégées qui permettraient justement de mieux suivre les enfants et de régler les questions sanitaires. Mais en plus de ça, ça se recentre sur soi-disant les fondamentaux. Et les fondamentaux, c'est ni le sport ni la culture, alors qu'on sait très bien que ça fait partie du développement absolument nécessaire. Et ça, c'est sûr que pour la politique de ce gouvernement et pour M. Blanquer, c'est certainement pas la priorité que de faire des spectacles dans les écoles. Du coup, est-ce qu'on conclut maintenant ? Merci beaucoup d'avoir suivi le live. N'hésitez pas, partagez-le et likez-le et envoyez-le. On voudrait vous parler aussi des vendredis de la colère, tous les vendredis. Donc le prochain rendez-vous, c'est 13h, Hôtel de Ville à Paris, pour les rendez-vous à Paris. Demain, du coup, après-demain, pardon. Voilà, et vous pouvez suivre toutes les mises à jour sur le site de Occupation Odéon. Je voudrais juste te dire que sur ce thème de la reprise, comme encore une fois c'est un sujet de la reprise d'activité et tout ce qui a été exposé longuement par Philippe et complété avec les quelques interventions que j'ai pu faire, on est disponible pour continuer le débat parce que ça fait beaucoup de débats dans certains lieux, soyons honnêtes, on sait que c'est pas forcément bien compris, qu'on se demande pourquoi est-ce qu'on se bat sur cette question-là et qu'on ne se bat pas uniquement sur l'ouverture, sur les droits sociaux, sur le retrait de la réforme de l'assurance chômage, qui sont des points tout aussi essentiels.
on se bat parce que ouais, tout le monde veut travailler et que c'est les meilleurs moyens de retrouver le public et de vivre de son métier, comme on le dit à la Société Spectacle depuis des années. Voilà, et puis moi je termine un peu là sur une des dernières remarques qui ont été faites, c'est-à-dire qu'il y a un très très fort sentiment d'injustice et d'abandon. Hein. Les artistes et les techniciens intermittents du spectacle ressentent un sentiment d'abandon, d'une part parce qu'on leur a dit qu'ils n'étaient pas essentiels, et d'autre part parce qu'ils voient tout autour d'eux des mesures de soutien et de solidarité qui sont prises pour tout un tas d'entreprises, pour tout un tas de personnel, et eux, ils vivotent avec l'assurance chômage seulement depuis un an, et il faut vraiment se rendre compte. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un mouvement d'une telle vigueur en ce moment. C'est que, évidemment, les gens n'en peuvent plus, et c'est pour ça qu'ils se battent. Il y a des vidéos qui réexpliquent aussi tout ce qu'on dit dans le site Occupation Odéon, que vous pouvez voir en plus. Je vous remercie beaucoup d'avoir parlé. Eh ben, On continue, le On mouvement est là est pour très ça. très fort, c'est très très chouette. Chaque fois qu'on a des retours, c'est parfois compliqué, mais vraiment c'est un mouvement très fort et on peut gagner sur toutes les revendications. et c'est ce qu'on va faire. À vendredi. Et bien pas à vendredi. À vendredi. Et à tous les jours sur les Sur agora. les Sur les agoras. Ouais. Salut.